Donc, je suis ravi de vous accompagner pour cette table ronde qui est consacrée à l'eau, au nécessaire changement sur le regard qui est porté sur la gestion de l'eau. Une eau, on le sait évidemment, de plus en plus rare à certains endroits de la planète. Il y a des épisodes de sécheresse qui se multiplient et qui font la une des médias désormais depuis 3 ou 4 ans. Et puis, il y a la qualité de cette eau qui est bien évidemment un enjeu majeur dont on va parler avec nos invités. Alors, pour relever les défis à la fois de l'anticipation, de l'innovation et puis des investissements à engager, eh bien, le groupe de travail qui s'est penché sur le sujet a synthétisé tout cela en 6 propositions qui seront donc la base de nos échanges pendant une petite quarantaine de minutes, avec donc nos 4 intervenants. 4 intervenants, pardon, je fais de la radio quand même, on sait faire les liaisons, que je vous présente et que je salue. Je vais commencer par vous, Barbara Bressan-Sussfeld pour L'Oréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez chacun votre micro, les lumières sont vertes, on est bon. Merci à vous d'être là. Ravi aussi de vous accueillir Esther Creuser-Delbourg pour Waterwiser, cabinet de conseil qui justement à la fois donne des indications pour la gestion de l'eau, pour la politique des entreprises. Vous travaillez, je crois, avec certaines des entreprises qui sont ici, donc on pourra justement faire des regards croisés sur ces sujets. Pierre Poliak, vice-président de Suez, en charge de la division eau, pas uniquement en charge de servir des verres d'eau, hein, j'ai l'impression quand même on a des gros sujets à évoquer avec vous. Et puis Anne Pointet de BNP Paribas, merci à vous d'être avec nous également. Pierre, j'arrête de vous taquiner, je vous donne la parole, c'est à vous dans quelques instants. Je vais simplement lister très rapidement les 6 propositions et puis après on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Alors donc la première, c'est changer de paradigme sur le financement du secteur de l'eau. Donc le monde de l'abondance, on l'a compris, n'est plus d'actualité. Il faut réinventer des modèles économiques. La seconde proposition, la deuxième, c'est placer l'eau au cœur des politiques d'adaptation, que l'on soit un acteur public ou privé, c'est un enjeu obligatoire désormais. Proposition 3, réaffirmer une gouvernance par bassin impliquant toutes les parties prenantes, donc renforcer une coopération territoriale pour trouver la bonne solution qui sera pertinente sur le plan local. Proposition 4, lutter contre les nouveaux polluants et informer pour donner confiance, donc plus de transparence sur les données qui permettent d'en savoir plus sur la qualité de l'eau. Il y a évidemment le sujet des PFAS dont on parle régulièrement par exemple. Proposition 5, mettre en avant le besoin de préserver la ressource et revitaliser les cycles naturels de l'eau. Donc là, c'est avoir des infos en temps réel qui notamment permettent d'anticiper au mieux les pénuries. Et puis enfin, la dernière proposition insiste sur la nécessité de faire des enjeux de l'eau une priorité visible. Voilà pour le décor qui est planté. Et comme je le disais, on va entrer dans le vif du sujet avec vous, Pierre Poliak, sur la proposition 2. Alors, pourquoi et comment l'eau doit désormais être au cœur des politiques d'adaptation? Comment vous voyez les choses pour qu'on démarre cet échange? Oui, en France, l'eau, c'est un sujet extrêmement local. Donc, les prises de conscience sur le lien entre le changement climatique et l'eau, sur le fait que le changement climatique, c'était maintenant et pas en 2050, et l'impact que ça avait sur nous, elle n'est pas arrivée au même moment partout. En Australie, c'est les années 2000. En France, c'est 2022, la sécheresse qui a commencé l'été, mais qui a continué ensuite l'automne, l'hiver, le printemps, et on a enchaîné sur un été 2023 qui a été moins sec, mais comme on partait de très bas, ça a été très dur. Et là, on a eu cette prise de conscience qui avait un impact, qui avait un lien très clair entre le changement climatique, dont on se disait je vais avoir plus chaud, c'est quand même beaucoup ça. Le GIEC disait vous aurez plus chaud, et il y aura des problèmes d'eau et des événements climatiques extrêmes. Mais ce qu'on lisait dans les journaux et ce que nous on retenait tous, c'est on va avoir plus chaud. Mais là, on a compris qu'on n'allait pas juste avoir plus chaud, on allait avoir des problèmes d'eau. Mais cette prise de conscience, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut placer l'eau au cœur des politiques d'adaptation. Ça ne veut même pas forcément dire qu'il faut le mettre dans les politiques d'adaptation. Alors pourquoi nous disons tous ensemble qu'il faut placer l'eau au cœur des politiques d'adaptation? On dit bien adaptation, on n'est pas sur la lutte contre le changement climatique. Ici, on accepte qu'on ne va pas rester à zéro, c'est-à-dire qu'il y a un changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous prendre juste un exemple qu'on ne connaît pas en France. Un désert, ça se qualifie, alors je ne suis pas un expert des déserts, mais par l'aridité. On est dans un désert parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau, ça a quand même un impact majeur sur notre qualité de vie, sur notre géographie.
sur là où on est. Alors en France, on n'a pas de désert. On n'a pas de désert parce qu'on a de l'eau. Mais si demain on n'a plus d'eau, on aura un désert. C'est tout ça pour dire à quel point... Alors il y a aussi les inondations, l'agriculture qui dépend de l'eau. Là aujourd'hui, on est en train de se dire, est-ce qu'on doit changer de culture? Est-ce que les forêts doivent changer? Mais il y a aussi un cas extrême où il n'y a plus de forêt, où il n'y a plus d'agriculture. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est ça un désert. Hein. Et puis les industries, on veut réindustrialiser la France, mais on ne fera pas venir d'industrie si on n'a pas d'eau. Où est-ce que vous habitez? Vous habitez dans un endroit où il y a de l'eau. Si je vous dis vous allez habiter dans un endroit où il n'y a pas d'eau, vous n'allez pas aller y habiter. Donc c'est pour vous dire à quel point cet impact que le changement climatique a sur l'eau, il faut qu'on s'y adapte, qu'on l'anticipe et qu'on s'y adapte. Et pourquoi au cœur? Parce que, là il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer, je ne vais pas le prendre, mais l'eau c'est la mère de toutes les batailles de l'adaptation. C'est même un peu la mère de la bataille de la lutte contre le changement climatique, parce que pas d'eau, pas de centrale nucléaire. Pas d'eau, pas d'hydroélectricité. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui l'eau est au cœur des politiques d'adaptation? Si tant est qu'il y ait beaucoup de politiques d'adaptation, la réponse c'est non. Et donc c'est pour ça que notre proposition, c'est placer l'eau au cœur des politiques d'adaptation. Un mot sur qu'est-ce que ça veut dire une politique d'adaptation? Pour nous, s'adapter, alors on a deux choix. Hein. On peut dire je m'adapte après la crise, donc je vais attendre les crises, et puis comme j'aurai vraiment beaucoup souffert de la crise, je vais m'y adapter. Ou alors, et ça c'est plutôt le mode dans lequel on est aujourd'hui, hein, donc on a pris conscience du changement climatique, mais on peut dire que depuis 2022, pour l'eau, on n'a pas fait grand-chose. Tu pourrais dire peut-être le contraire, Esther, mais enfin, chacun est libre, mais moi c'est ce que je ressens. Donc nous on pense qu'il faut anticiper, et la grosse difficulté de l'anticipation dans l'adaptation au changement climatique pour ce qui concerne l'eau, c'est que ça concerne les collectivités, donc les élus, et les industries. Et pour les élus, c'est vraiment très difficile. Moi j'ai beaucoup d'élus clients, et je compatis, parce que quand on est élu en général dans une ville un peu grande, on a une opposition, et cette opposition en général elle n'est pas d'accord. Et sur quoi qu'on fasse, hein, on est d'accord. C'est un principe. C'est un principe. Et donc, si par exemple un élu dit je vais m'adapter, mais s'adapter, ça veut dire changer de logique, passer à une logique assurantielle. Au fond, si je voulais qu'on retienne un truc de ce que je veux dire, c'est ça. L'adaptation pour l'eau au changement climatique, c'est passer de notre logique ancienne où on construit des infrastructures sur la moyenne du besoin parce que ça marche, à une logique assurantielle où on doit se prémunir contre des crises qui n'existaient pas avant, qui vont devenir beaucoup plus fréquentes, ou quand elles existaient, c'était tous les 50 ans, finalement, c'était pas grave. Et donc, il va falloir investir, comme vous prenez une assurance pour votre voiture, il va falloir investir dans des infrastructures d'eau qui vont nous prémunir contre une crise dont on ne sait pas si elle va arriver. En fait, moi, je peux vous le dire, elle va arriver, mais et quand elle va arriver. Et quand vous êtes un maire et que vous dépensez quelques millions, parfois quelques dizaines de millions, pour investir dans une infrastructure, si vous le faites et que la crise n'arrive pas, vous avez des articles dans les journaux. Si vous ne le faites pas et que la crise arrive, vous avez des articles dans les journaux. Le seul cas où ça se tombe bien, c'est si vous le faites et vous avez la crise pile au moment où c'est prêt. Et quand vous êtes une industrie, donc pas facile pour les élus. Il faut du courage pour se dire je vais convaincre mes électeurs de faire ça. En revanche, quand vous êtes une industrie, vous n'avez pas d'électeurs. Donc là, vous avez un peu plus de choix, on pourra en reparler plus tard. Oui, effectivement, on va redonner des exemples d'adaptation, mais vous avez parfaitement commencé à le faire. Je me tourne vers vous, Anne Pointet, pour aller sur une autre proposition, la première. Vous êtes directrice de l'engagement de l'entreprise pour BNP Paribas. Donc là, on est sur le changement de paradigme qui est nécessaire sur le financement pour le secteur de l'eau. Et ce qui est ressorti de ce groupe de travail, c'est que tout simplement, il va falloir faire évoluer les modèles. Comment vous pouvez présenter les choses et puis effectivement les décliner avec votre casquette BNP Paribas. Oui, alors tout à fait, parce que s'il y a un changement de paradigme et un changement de regard à avoir sur l'eau en tant que ressource, il y a évidemment un changement de paradigme et de système à avoir aussi sur les modalités de financement des projets qui ont trait à l'eau. Alors pourquoi ? Parce que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Aurélien, tout a été bâti dans une économie qu'on pensait une économie d'abondance. Très bien. Et on sait aujourd'hui que ce que nous devons bâtir, et je rejoins Pierre, c'est une économie de la résilience. Et ça, c'est complètement différent. Ça, c'est la première raison, ce changement de paradigme. Et la deuxième raison pour laquelle, de toute façon, notre système prouve ses limites aujourd'hui, c'est finalement, quand on regarde la situation actuelle, et celle notamment des services d'eau et d'assainissement, ils sont dans un modèle qui est complètement squeezé. On est en effet de ciseaux entre des charges qui sont principalement des charges fixes,
et des ressources qui, elles, sont des ressources variables. Vous payez l'eau à peu près de la même manière. Alors, il y a des différences entre les secteurs, bien sûr, particuliers, agriculteurs, mais vous payez l'eau à peu près le même prix que vous soyez au nord ou au sud, quelle que soit la période de l'année, alors même que ce qu'on doit prendre en compte aujourd'hui, ce sont des besoins projetés, une disponibilité projetée, elle aussi, des comportements plus ou moins vertueux qui peuvent se présenter. Et quand vous regardez finalement ce à quoi on doit faire face aujourd'hui, on a des énormes besoins d'investissement parce qu'il faut continuer à moderniser les infrastructures, limiter la déperdition hydrique évidemment, mais aussi renforcer le niveau de qualité de l'eau. On a des normes de plus en plus importantes, on lutte contre les microplastiques, un certain nombre de déchets bien sûr, à un moment où quand même, parce qu'il y a eu une prise de conscience, la consommation d'eau en France, elle diminue. Elle a diminué fortement depuis 2 ans sous l'effet de cette prise de conscience. Ça, c'est quelque chose dont on peut quand même se réjouir, des particuliers, des entreprises, des industries. Mais ça veut dire que les ressources, elles ne sont pas forcément là. Alors, quelques propositions du groupe de travail pour remédier à tout ça. D'abord, quand on est face à des projets qui sont des projets de résilience, c'est des projets plutôt pilotes. Le modèle économique n'est pas forcément là dès l'origine. Donc oui, sûrement, un fonds national d'investissement doit permettre d'initier ce type de projet, de permettre, si ils se valident, si leur modèle se valide, leur généralisation. Mais à un moment, il faut amorcer les choses, probablement aussi en développant davantage de partenariats publics-privés. De toute façon, c'est le cœur de l'économie de la résilience. C'est de mettre autour de la table des logiques assurantielles et des logiques de financement et d'investissement, des logiques privées, des logiques publiques, territorialisées. Je crois que c'est aussi important. La tarification pour nous tous, citoyens, ça c'est un sujet intéressant aussi. On a vu dans l'enquête Ipsos commandée par le cercle de Giverny qu'à peu près 2/3 des Français, donc des répondants en l'espèce, répondent qu'ils ne veulent pas payer plus cher l'eau. Ça veut quand même dire qu'un tiers serait prêt à le faire, avec quelques exceptions pour les CSP+, et puis les familles ayant plus de 2 enfants. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Alors oui, les gens ne veulent pas payer plus cher, mais pour autant une tarification différenciée, peut-être de façon saisonnière, prenant en compte des comportements qui peuvent être plus ou moins vertueux en la matière, prenant en compte aussi, encore une fois, les besoins projetés. Ça peut être une manière de résoudre cette difficile équation que je mentionnais tout à l'heure sur le financement des services d'eau et d'assainissement. Et puis, dernier point, on peut faire de l'innovation financière pour favoriser des projets qui ont des externalités positives. On a pensé à cette idée de déployer, comme on le fait pour le carbone ou la biodiversité, des crédits eau. Prenons l'exemple, pour le rendre concret, des zones humides. On sait qu'on en a besoin. Ça a un impact très positif, pas seulement d'ailleurs sur l'eau, mais aussi bien sûr sur la nature, la biodiversité. Il faut être capable de valoriser ces externalités positives. Voilà, le crédit eau est peut-être une innovation que nous pourrions soumettre et proposer aux décideurs. Donc voilà pour ces 2 premières propositions qui déjà donnent lieu à de nombreux exemples assez concrets de manière dont les choses peuvent évoluer positivement. Barbara Bresson-Susfeld, je me tourne à nouveau vers vous pour L'Oréal, pour repartir sur cette logique de politique d'adaptation qu'on va prendre, et avec la prise en compte de l'eau au cœur de ces politiques. C'est un constat forcément partagé chez L'Oréal. Et puis, par quelle manière concrète vous le mettez en place ? Alors pour reprendre la fin de ce que nous disait Pierre, en fait la crise elle est déjà là. Donc chez L'Oréal, 100% de notre supply chain, de notre chaîne de valeur dépend de l'eau. Voilà. Donc, je vais vous donner un chiffre qui est assez significatif, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes des fabricants, nous sommes des metteurs en marché, on fait des produits. Prenez juste 2 secondes et réfléchissez à votre routine de beauté chacun. Et vous allez comprendre qu'en fait le lien entre l'eau et la beauté, il est là tous les jours. Chez vous, c'est l'hygiène, c'est la beauté, et c'est le cas dans tous les pays du monde. Donc en fait, c'est un élément essentiel de la pérennité d'un business, typiquement comme une entreprise comme L'Oréal. Pourquoi je dis que la crise, elle est déjà là ? Parce qu'aujourd'hui, sur le scope de nos usines, alors juste pour vous donner une idée, L'Oréal, c'est plus de 40 usines dans le monde. Il y en a 11 sur le territoire français, il y a 11 sites d'opération industrielle, c'est 26% de la production mondiale, la France, donc c'est un pays dans lequel on est très ancré. Et aujourd'hui, au niveau mondial, 36% de nos usines sont dans des zones de stress hydrique. Donc le stress hydrique, je veux juste préciser que c'est à la fois l'accès à l'eau, mais c'est aussi l'accès à une eau de qualité. Donc ça, c'est 2 points qu'il faut aussi prendre en compte. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des choses un peu concrètes, mais en fait, dans une entreprise comme la nôtre, les politiques d'adaptation, elles sont essentielles. Alors elles ne sont pas nouvelles chez L'Oréal. Nous, on a une politique
qu'on appelle une politique de water stewardship, donc d'intendance de gestion de l'eau, qui est une politique qui diffuse dans l'ensemble de nos métiers. Et je dirais qu'il y a, on va dire, 3 grands piliers. Un pilier, évidemment, de transformation interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille à améliorer nos formules, c'est-à-dire des formules qui vont vous permettre de rincer plus vite vos cheveux, des formules qui sont anhydres, c'est-à-dire des formules qui n'auront pas d'eau, des formules aussi qui s'adaptent en fonction des besoins de beauté et des habitudes de beauté de nos consommateurs. On ne va pas forcément avoir les mêmes solutions et les mêmes niveaux de recherche pour un Chinois, un Indien, un Français ou un Américain. Et c'est aussi lié à la situation de l'eau dans ces pays-là. Et puis, donc là, on va travailler nos produits aussi, évidemment le reste, la façon dont vous les utilisez. Et puis en interne, évidemment, nos collaborateurs au quotidien, nos sites administratifs et évidemment nos usines. Et je reviendrai un peu plus loin là-dessus sur vraiment le focus sur nos activités industrielles. Et puis après, il y a un deuxième aspect, c'est qu'on ne réussira pas tout seul. Et on travaille énormément avec notre écosystème. Donc une partie de cette politique, évidemment, elle va chercher à engager nos partenaires fournisseurs. On a énormément d'activités avec nos fournisseurs. On s'engage avec eux et on les aide. Je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure, mais vraiment en amont de la supply chain, on est vraiment très engagé avec eux depuis des années, en particulier sur nos fournisseurs stratégiques qu'on aide et avec qui on investit sur ces sujets-là. Et puis évidemment, nos ONG, on travaille, on a des partenaires ONG avec qui on travaille et dans le sourcing de nos ingrédients, par exemple, nous avons un certain nombre de partenaires qui nous aident aussi à rendre plus résilient, évidemment, l'agriculture et les espaces d'exploitation de nos ingrédients. Et puis le dernier pilier, c'est l'innovation. On travaille aussi avec tout un écosystème de start-up et on investit avec eux et on cherche des solutions pérennes pour pouvoir évidemment, je dirais, aller plus vite avec des solutions qu'on a peut-être déjà en tête, mais aussi être inspiré et avoir ces solutions. Et le dernier point, c'est aussi nos collaborateurs, et ça j'insiste là-dessus. Moi j'ai un passé industriel, et je connais bien, et en fait nos collaborateurs sont aussi des acteurs de cette innovation extrêmement forte, parce que localement, ils nous aident aussi à adapter les bonnes solutions et les bonnes initiatives aussi d'un point de vue local. Quand vous êtes dans une usine, moi j'ai passé de nombreuses années en Asie, en Inde par exemple, mais aussi en France. J'étais il y a 3 mois dans notre usine de Rambouillet et typiquement là on travaille avec l'ONF, on travaille avec nos collaborateurs aussi qui ont des initiatives et qui prennent des initiatives dans nos centres pour nous aider à la mise en place de ces solutions. On va en reparler justement dans quelques instants de ces évolutions concrètes dans les usines. Je passe la parole évidemment maintenant à Esther Croiser-Delbourg. Donc voilà, cabinet de conseil WaterWiser qui donne de l'information pour les entreprises sur la manière de gérer au mieux justement ce sujet-là de l'eau. Et ce qui était important pour vous, c'était de dire de bien prendre en compte que l'eau, c'est une ressource économique. Il y a évidemment un sujet environnemental, on l'a abordé, mais prendre ça en compte, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là? Est-ce que ça permet d'envisager? Oui, absolument. Et pour venir effectivement complémenter tout ce qui a été dit, alors l'eau, c'est d'abord un sujet, on va dire, de survie, c'est un sujet de droit humain. Et dans le monde, effectivement, 10% de l'eau qu'on utilise, elle nous sert à nous doucher, à boire, à cuisiner, etc., qui sont les besoins domestiques de base. Mais les donc ça, c'est 10%. C'est 10% dans le monde, c'est pas un chiffre français. Et 90%, donc c'est énorme, de notre eau dans le monde sert à produire des biens économiques, donc de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie. Et donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que l'eau est une ressource économique. Sans elle, effectivement, les usines ne tournent pas. Sans elle, nous ne mangeons pas. Sans elle, nous ne portons pas d'habits. Et donc notre empreinte eau est énorme. C'est pas grave, nous sommes obligés d'utiliser cette eau. Mais c'est vrai qu'on est passé à côté, peut-être dans nos stratégies sur le climat. Alors je ne dis pas climat égale CO2, je dis climat égale l'ensemble des paramètres qui jouent dans le climat. Et l'idée, c'est qu'on est passé un petit peu à côté parce qu'on a oublié de la compter, parce qu'on pensait qu'on était dans un monde d'abondance, et parce que c'est vrai que la plupart des pays, on va dire riches, ou en tout cas les pays qui font les agendas des grandes rencontres internationales, avaient de l'eau. Et donc, effectivement, c'est 2022, en tout cas le moment d'éveil pour les économies, on va dire, occidentales, parce que pour la première fois, on a des usines qui ont dû s'arrêter. Le prix de l'eau, c'est pas grand-chose. On ne va pas rentrer là-dedans, mais même si j'ai plus de liberté que vous pour dire que le prix de l'eau n'est pas encore assez cher, mais le prix de l'eau n'est pas une incitation suffisante pour faire bouger les entreprises, les agriculteurs. Pardon, je fais du bruit. En revanche, l'absence de l'eau
est une incitation incroyable, parce qu'une usine qui ferme, c'est entre 100 000 et plus d'1 million d'euros par jour de coûts. Donc c'est là qu'on se rend compte que l'absence de l'eau va nous coûter très cher si on ne sait pas comment en fait l'anticiper. Et c'est là-dessus qu'on essaie de sensibiliser nos entreprises. Le CO2, c'est une externalité qu'on émet. Donc si on en émet trop, c'est pas bien, mais c'est émis et on peut continuer à fonctionner. En revanche, l'eau, si on en manque, eh bien on ne peut plus continuer à fonctionner. Donc c'est ça qu'on essaye en fait de valoriser, de mettre des euros derrière cette fameuse ressource. Et pour compléter ce qui a été dit, aujourd'hui, il y a une vraie prise en compte de ça dans les entreprises. Souvent, c'est les directions RSE, effectivement, qui nous appellent, mais très rapidement, on mobilise les directions financières et les directions stratégiques pour qu'elles prennent ce sujet-là, pour qu'elles mettent en place des prix internes de l'eau. On essaye de répliquer ce qui a été bien sur le CO2, mais de ne pas répliquer ce qui n'a pas marché. Notamment, il faut faire attention aux mécanismes de compensation. Et évidemment, si besoin est de le préciser, le but n'est pas de financiariser l'eau, mais de lui donner sa vraie valeur. Je finirai sur 2 chiffres. La plupart des gens ne savent pas combien ils payent l'eau à la maison, ni combien ils en consomment. Pour aller plus vite, en gros, vous payez par personne entre 50 centimes et 60 centimes d'eau pour tous vos besoins par jour qui sont au-dessus de 100 litres. En revanche, un agriculteur va la payer à peu près 100 fois moins, comme un industriel. Donc les différences de prix sont très fortes. Et donc aujourd'hui, si vous n'avez plus d'eau, on le sait ce que c'est, d'avoir une fuite, de plus avoir d'eau chaude, on se rend compte de la valeur économique de ça. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut mettre en compte pour qu'on puisse en fait, tout simplement continuer à produire sans toucher à notre confort. Je change même, pour le coup, je ne parle même pas de changement de paradigme. On peut continuer à produire tout autant. Et on peut continuer à vivre avec le même confort, simplement il faut réduire notre consommation d'eau et c'est tout à fait possible. Donc on le comprend, il faut aller vite, il faut mettre en place des choses concrètes. Pierre Pauliac, pour Suez, on avait envie d'évoquer aussi le fait que pour améliorer la qualité de l'eau, on a parlé de sujets de raréfaction qu'on retrouve, de sécheresse, mais il y a aussi tout simplement d'avoir une eau de qualité. Et là, il faut aussi aller vite pour investir, pour s'assurer que l'eau soit de bonne qualité. Oui, alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de quantité. En fait, la qualité, elle est aussi liée à la quantité. Si on parle de la santé humaine, quand on vous met des normes, on vous dit concentration. C'est-à-dire combien il y a de sel, par exemple, si on prend un truc qui n'est pas trop grave, dans votre eau, et puis au-dessous de quelque chose d'une certaine concentration, c'est pas potable, au-dessus, c'est plus potable. Quand on a des nappes phréatiques ou des fleuves qui baissent, qui ont moins d'eau, la quantité de pollution qui est dedans, elle est toujours la même, c'est pas parti, et donc la concentration a augmenté. Ce qui fait que quand vous avez un problème de quantité, assez rapidement, vous vous retrouvez avec un problème de qualité. Ce problème de qualité, vous l'avez parce que par ailleurs, l'activité humaine, ou pas, au Bangladesh, il y a de l'arsenic dans les sols, c'est pas l'activité humaine qui l'y a mise, mais en France, c'est comme souvent l'activité humaine, a accumulé cette pollution. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait toutes les éliminer. C'est-à-dire que c'est technologiquement éprouvé. On innove pour faire toujours mieux, moins cher, moins de CO2, moins de tout ce que vous voulez, mais la réalité, c'est qu'on sait aujourd'hui délivrer une eau parfaite technologiquement. Et ça fait longtemps qu'on sait le faire. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on sait livrer au robinet ou à une entreprise l'eau dont elle a besoin, dans la qualité qu'elle a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on sait éliminer les pollutions de la planète. On sait juste les enlever de ce qu'on consomme. On sait aussi, évidemment, les enlever des eaux usées, puisque ce qui pollue la planète, en revanche, c'est ce qu'on rejette. Ça peut être les fumées d'une usine, c'est aussi les eaux usées d'une usine ou l'agriculture. L'agriculture, c'est compliqué, évidemment, parce que ça s'infiltre. Mais pour les usines, on sait très bien traiter l'eau pour que l'eau qu'on restitue au milieu naturel soit parfaite. Donc ma réponse, c'est on a de plus en plus, parce qu'on les découvre, parce qu'on les a produits, parce qu'on sait les détecter de polluants dans l'eau. C'est la conséquence aussi de la baisse du changement climatique, donc de la baisse de quantité. C'est facile en réalité à enlever et c'est pas très cher. Non. Mais mon équipe me dit toujours, dis pas trop que c'est pas très cher, parce qu'on dit par ailleurs qu'il y a un mur d'investissement face à nous. C'est pas contradictoire. Quand on travaille dans l'eau, c'est pas cher. Voilà. De toute façon, l'eau, ça peut pas être cher, parce que le jour où l'eau est chère, les gens la payent plus. Et si vraiment on veut les forcer à la payer, il faut une révolution. Donc comme on veut pas de révolution, et comme on veut qu'ils la payent, elle n'est pas chère. C'est normal, c'est ce que tu disais, on a droit à l'eau, au fond, il faut que tout le monde puisse vivre. Donc, par définition, les investissements dans l'eau, ils n'ont jamais été très chers. Ce n'est pas du tout les investissements dans l'énergie. L'eau, c'est 0,8% de la facture des ménages français. L'énergie, c'est 5 fois plus. Internet et la téléphonie, c'est 2 fois plus. Donc, c'est la plus petite.
D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, quand je croise quelqu'un qui me pose des questions, je dis, mais est-ce que vous savez combien vous payez? Alors, personne ne sait. Est-ce que vous savez combien vous consommez? Personne ne sait. Donc c'est bien qu'on ne le note pas. Donc l'eau, c'est pas cher, les investissements sont pas chers. Mais ce qu'on a face à nous, c'est grosso modo un doublement des investissements. Un doublement des investissements pour rattraper le retard qu'on a accumulé dans les investissements ces 10-15 dernières années, et puis un doublement aussi pour s'adapter au changement climatique. Ce doublement, ça fait à peu près 20% d'augmentation sur la facture. Et comme ça a été dit, ce 20% d'augmentation, en moyenne, ce n'est pas forcément pour tout le monde. On peut dire les riches vont payer 60% et les pauvres, zéro. On peut dire les gens qui consomment beaucoup vont payer, on peut dire l'été, on peut dire les résidences secondaires vont payer beaucoup. On a plein de façons de faire payer de manière plus juste cette augmentation du prix. Mais mon message sur la qualité, c'est, on en parle beaucoup dans les journaux, et c'est normal. Et moi, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire si les niveaux sont bons, si c'est dangereux, si ce n'est pas dangereux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait l'enlever. Ouais, c'est déjà positif de savoir au moins traiter le sujet. Anne Pointet pour BNP Paribas, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pour être dans la continuité de tout ce qu'on vient de se dire, il y a des exemples très concrets qui sont mis en place, que ce soit des partenariats, des collaborations, de l'innovation. C'est ce que vous faites aussi chez BNP Paribas. Alors, ce qui est très intéressant dans le secteur de l'eau, c'est toute la partie liée à l'innovation. Et au-delà de ce qu'on fait chez BNP Paribas, bien sûr. Moi, j'ai envie de rappeler que le secteur de l'eau, c'est un secteur dans lequel l'Europe est leader dans le domaine des innovations. On calcule ça tout simplement en nombre de brevets déposés. L'Europe est leader dans le monde. Et au sein de l'Europe, il y a 2 pays qui se démarquent, c'est l'Allemagne et c'est la France. Donc c'est quelque chose qui est très très fort chez nous et depuis longtemps. Et ça, on le doit au fait que l'économie française, elle a des grands champions dans le secteur de l'eau. Vous êtes un très très grand déposant de brevets, il y a tous les autres, mais quand même. Et puis il y a aussi toute une économie de la watertech, des startups qui se développent, qui sont porteuses d'innovation. Et effectivement, on en accompagne beaucoup, on accompagne toutes les entreprises, mais c'est intéressant de voir cette économie de la watertech qui apporte des solutions à plein de challenges qui sont les nôtres. Ça peut être dans le domaine de l'irrigation intelligente, de l'augmentation de la résistance au stress hydrique des plantes. Je vais vous citer Axioma, qui est une entreprise qui est située à Brive-la-Gaillarde, qui travaille sur des biosolutions qui augmentent la résistance, les caractéristiques physiques des plantes, donc moins de besoin d'eau, meilleure résistance. Vous avez beaucoup d'entreprises qui travaillent aussi dans le domaine de l'épuration, des contrôles, l'assainissement avec des biomembranes. Plus récemment, j'en ai rencontré une dans laquelle on a choisi d'être investisseur qui, elle, développe des solutions qui sont des solutions de détection de fuite d'eau en utilisant l'intelligence artificielle. Donc là encore, amélioration, optimisation du réseau. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. On peut en être très content. C'est très porteur d'avenir. Et puis c'est lié à tout cet écosystème des très grandes entreprises aux petites. Au CNRS aussi, il faut parler du secteur public qui dépose énormément de brevets dans le domaine et sur lequel, je pense, on prouve aussi qu'il y a un domaine et un secteur économique qui est aussi porteur d'attractivité en termes de retour financier. Ça peut attirer des investisseurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Effectivement, donc voilà, on est dans le concret de manière très, très rapide. On y retourne aussi avec vous, Barbara, pour L'Oréal. Vous l'avez esquissé un petit peu sur les sites de production, les usines. Là, clairement, il y a des choses très concrètes qui sont mises en place. Est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques mots, justement ? Oui, donc je vous disais, on est plus de 40 usines dans le monde et en France en particulier, on a un site industriel. En fait, nous, on a eu la volonté, il y a longtemps qu'on le fait et on a la volonté de le faire sur l'ensemble de nos usines dans le monde. On s'est dit, c'est simple, on veut 100% que nos eaux industrielles, c'est-à-dire les eaux qui sont celles qui servent à la production dans l'usine, puissent être totalement recyclées et réutilisées. Donc c'est un concept qu'on appelle le water loop. Donc typiquement, on parlait d'innovation tout à l'heure, Anne nous en parlait, mais c'est typiquement ça, et c'est quelque chose qu'on développe dans l'ensemble de nos sites. Donc le principe, c'est quoi ? C'est qu'on ne veut utiliser de l'eau, je dirais fraîche, que pour évidemment nos collaborateurs qui opèrent sur le site et pour mettre dans nos produits, puisque nos produits sont faits à base d'eau pour de nombreuses de nos formules. Et donc on a mis en place ces systèmes de water loop. Donc on l'a, par exemple, je vous ai cité l'usine de Rambouillet où j'étais il y a quelques semaines, où on a investi dans des stations d'épuration. Et on est, je dirais, sur un écosystème fermé au sein de l'usine où l'ensemble de nos eaux, donc nos eaux de lavage, pour vous la faire courte, quand vous produisez un shampoing, c'est assez simple. Vous faites une pâte dans une grosse cuve
Ça transite vers des lignes de conditionnement sur lesquelles vous avez les bouteilles qui arrivent et ça se remplit. Vous les fermez, vous mettez une étiquette et c'est chez vous assez rapidement. Mais ça, ces cuves, il faut les nettoyer, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de contamination microbienne future. Et donc, ce lavage, par exemple, typiquement, se fait à base d'eau. Et donc, évidemment, on optimise nos process pour utiliser moins d'eau, pour aller plus vite. Et puis derrière, pour réutiliser cette eau et la faire en cycle fermé. On investit aussi sur la récupération des eaux de pluie. Ça, c'est un élément essentiel sur lequel on n'est pas très bon en général en France. J'ai discuté avec des urbanistes récemment et c'est des choses sur lesquelles ils réfléchissent énormément. Et typiquement aussi dans nos usines, on cherche à récupérer de façon beaucoup plus efficace nos eaux de pluie en aménageant nos toits, nos parkings. Et même notre site de Levallois, un site administratif là où on travaille à Levallois, tous nos collaborateurs France, en fait, on a une bâche de récupération d'eau de pluie en sous-sol qui nous permet aussi d'optimiser sur nos sites. Donc c'est vraiment à tous les niveaux que cette politique se déploie. Mais dans nos sites industriels, c'est extrêmement important d'avoir ce Waterloo parce que, par exemple, je vais vous citer les chiffres d'une usine en Chine, mais c'est pour vous donner aussi l'exemple que c'est pour le monde entier. Mais c'est plus de 16 millions de mètres cubes d'eau qui sont économisés chaque année sur notre usine de maquillage, par exemple, à Yichang, dans le centre de la Chine. Et on a en plus un enthousiasme de nos collaborateurs, j'insiste encore là-dessus, incroyable, de nos ingénieurs et nos équipes EHS. Après, le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est qu'on travaille avec nos fournisseurs. Je disais qu'on ne pouvait pas réussir tout seul. Et pour les aider et pour inciter cette innovation et inciter ces solutions, on a créé un fonds qui s'appelle le fonds Solstice, qui est doté de 50 millions d'euros et qui, en fait, qui est vraiment dédié à nos fournisseurs. C'est-à-dire que si on perçoit un projet, une innovation qu'on trouve pertinente et qui nous permettent à la fois d'accélérer ou d'aller peut-être d'avoir des solutions totalement innovantes, on va investir avec eux et développer ces solutions ensemble. Donc ça, je voudrais vraiment insister là-dessus et Anne ou Pierre l'ont cité plus avant, c'est qu'en fait, c'est quand même des éléments effectivement territoriaux locaux, mais c'est aussi des éléments d'écosystème et d'innovation qu'il faut vraiment inciter et pousser sur le sujet de l'adaptation à l'eau, pour l'eau. Merci. Esther Crozier-Delbourg, ce qui est intéressant aussi dans la continuité de ce que vous avez dit, c'est cet impact du stress hydrique à vraiment visualiser, comprendre sur l'impact que ça a tout simplement sur l'économie. Les exemples se succèdent et c'est encore une fois une manière de mettre en avant cette urgence à mettre en place de nouvelles choses comme là, ça vient d'être cité. Oui, absolument. Alors en fait, le stress hydrique, on va dire pour une entreprise, il va se comprendre sur plusieurs scopes, comme pour le carbone. Donc d'abord, il y a le scope 1, par exemple les usines, sur lesquelles il y a beaucoup de solutions qui sont parmi effectivement le fait de compter, le fait de réparer, de dépolluer, de recycler, réutiliser, etc. Ça amène de la sobriété. En général, il y a un chiffre magique qui est l'objectif de réduction de 30% de son empreinte eau et qui est pas mal en vrai et qu'on voit un peu partout. Souvent, et d'ailleurs, il est donné par la direction. Et puis ensuite, les entreprises ne savent pas encore comment y aller, mais elles savent qu'ils doivent y aller aux 30%, donc c'est déjà pas mal. Ça, c'est sur le scope 1. On nous demande aussi de plus en plus de la mise en place de prix internes de l'eau. Alors attention, pas exactement comme pour le carbone, mais c'est l'idée de faire gonfler artificiellement le prix de l'eau de façon à se prémunir si jamais on n'en a pas. Donc ce qui est plutôt une bonne initiative. S'il n'y a pas de problème, le prix de l'eau a été gonflé et le business plan est réalisé. S'il y a un problème, ça a été pris en compte. Et ensuite, il y a toute la partie amont, fournisseur, qui, elle, effectivement, est cruciale. Si vous êtes un groupe pharmaceutique, vous allez avoir besoin de vos usines, mais vous allez aussi avoir besoin, par exemple, d'agrumes, parce que les oranges sont très importantes. Si, évidemment, vous êtes un groupe de cosmétiques, vous allez peut-être avoir besoin d'huile de palme, de plein de choses comme ça qui sont dans le monde entier. Si vous êtes un grand groupe dans la parfumerie, vous aurez besoin de plantes qu'on va trouver partout dans le monde. Bref, tout le monde a besoin d'eau partout. Nous sommes dépendants des ressources en eau du monde entier. Et on est bien content d'ailleurs de savoir que l'ensemble des pays sont prêts à nous exporter une partie de leur eau, tout comme nous sommes capables d'exporter virtuellement l'eau française à travers nos biens. Et donc ça se compte aussi. Une empreinte eau, c'est pas forcément comme une empreinte carbone. On cherche pas à la diminuer, on cherche pas le net zéro de l'eau, parce qu'on est obligé d'en utiliser. En revanche, ce qu'on veut savoir, c'est si cette empreinte, elle est à risque. Et donc c'est là qu'en fait la cartographie, on va dire, de vos approvisionnements et de savoir où est-ce que ces approvisionnements sont à risque ou non, c'est important. Et ce qui est encore plus important dans l'eau, c'est que oui, on peut faire une empreinte, mais cette empreinte ne veut rien dire si on ne sait pas si on est dans un bassin qui lui-même est à risque ou pas. Quelque part, une empreinte eau forte dans un endroit où il n'y a pas de concurrence des usages et où il y a de l'eau,
c'est pas grave. Donc l'important, c'est d'essayer de mettre ça finalement en relief avec ce qui se passe localement. Et donc tout ça fait que les entreprises commencent à prendre ça en compte et derrière à mettre des euros derrière. Et j'espère fortement qu'on ne tombera pas en tout cas dans des mécanismes de compensation, parce qu'on ne peut pas prélever de l'eau à un point A et puis ensuite aller la nettoyer ou en rendre à un point B, parce que ce n'est pas la même chose. Donc attention à la copie, il faut qu'elle soit vertueuse par rapport à ce qu'on a mis en place avant. Justement, ça peut vous permettre, Anne Pointet, de rebondir justement sur cette idée du comment on invite, quand on est notamment BNP Paribas, ses clients à s'intéresser, à prendre en compte ce stress hydrique et très vite savoir qu'il y a des conséquences très concrètes à anticiper. Ce qui est intéressant, moi je pense que les entreprises, elles ont très largement déjà cette prise de conscience. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se passe du côté des personnes physiques, les particuliers, les clients, les consommateurs que nous sommes tous. Et là aussi, je trouve qu'il y a des éléments qui sont très rassurants de voir que déjà par nature, la thématique de l'eau, je vous donne l'exemple des produits financiers, si vous décidez d'acheter un fonds, un ETF, etc. Ça fait des années qu'on en développe et des années que ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que les gens comprennent. La thématique de l'eau, c'est attractif. On a levé 6 milliards sur un fonds qui s'appelle Aqua depuis 2008. C'est des montants très importants. C'est un blockbuster. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul parce que les gens comprennent, mais ça marche tout seul aussi parce que c'est des bonnes perspectives financières. Globalement, là, je ne vous vends pas le fonds, je vous vends le secteur de l'eau. Regardez l'indice. Ce n'est pas français, c'est mondial, mais je trouve que ça dit quelque chose, qui est l'indice S&P Global Water. Depuis 2020, je regardais depuis 2020, avant de venir, sa performance, c'est 13% par an. Ça regroupe les 50 plus grandes entreprises qui interviennent dans le domaine de l'eau. Parce que oui, il y a des besoins et oui, il y a des investissements. Alors oui, ça génère une activité économique et donc des retours, un return, une rentabilité intéressante. Parce que c'est quand même ça, vous attirez l'argent avec le risque, le retour et puis les convictions. Et quand vous arrivez à faire cette espèce de convergence entre votre aversion au risque, vos espérances de gain et vos convictions personnelles, vous avez un blockbuster. Et l'eau, ça peut être un blockbuster. Donc ça marche bien quand il y a de la pédagogie. C'est aussi une des propositions du groupe de travail pour donner encore plus de visibilité parce que les besoins sont importants, parce que ce paradigme, malgré tout, il doit changer d'échelle aussi. Faire de l'eau une grande cause nationale, c'est une manière de continuer à en parler, une manière de rendre les choses concrètes et explicites pour tout un chacun, tout simplement. Et puis, je pense, de continuer à générer cette économie favorable au financement des infrastructures dont on a besoin. Vous faites effectivement référence à la proposition 6 et puis on vérifiera les pics d'investissement à 15h50 sur les fonds que vous avez évoqués. On verra s'il y a eu un effet. Pierre Polyac a un autre sujet, il nous reste 6-7 minutes qu'on voulait évoquer qui était intéressant et iconoclaste. Donc moi, ça m'a intéressé. J'ai eu envie de vous entendre sur le recyclage de l'eau. Il y a un message aussi que vous avez envie de faire passer. Il y a des choses assez simples qu'on peut imaginer pour être mises en place rapidement. Alors, simple, je ne sais pas, mais Barbara a décrit comment vous recycliez l'eau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la water loop, c'est-à-dire c'est une boucle. Alors, depuis 2022, il y a une inflation énorme du nombre d'articles sur l'eau, sur la crise de l'eau dans tous les médias, y compris radiophoniques. Et donc, le recyclage, on en parle quasiment à chaque fois. Et c'est traité comme une évidence et comme une panacée. Les Italiens recyclent beaucoup plus que nous, les Espagnols, les Israéliens, j'en parle pas. Pourquoi nous on est seulement à 1%? Alors, outre que ça alimente la tendance française à se flageller, je saisis l'occasion qui m'est offerte de dire arrêtons de nous flageller. Et sur le recyclage, résoudre le problème de l'eau, c'est une question locale. Donc en fonction de où vous vous trouvez, vous aurez un portefeuille de solutions tout à fait différents. Vous allez bien sûr, de toute façon, dans tous les cas, travailler sur la frugalité. Moi, j'aime pas trop le mot sobriété. Dry January, tout ça, c'est pas mon truc. Mais frugalité, ça c'est vrai partout. Mais après, est-ce qu'on peut stocker dans les nappes phréatiques? Est-ce qu'on peut recycler? Est-ce qu'on peut faire du dessalement? C'est essentiellement les trois solutions. Et le recyclage, on le dit en France, on devrait en faire plus. Mais là aussi, c'est une question locale. Si vous êtes sur les côtes, oui, recyclez. Parce que si vous ne recyclez pas cette eau, vous la mettez dans la mer. Donc elle est perdue. Utilisez-la. Mais si vous êtes dans une ville, en plein centre de la France, sur une rivière qui va alimenter un fleuve, qui va se jeter dans une embouchure à 600 km de là, l'eau que vous recyclez, en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que si vous ne la recyclez pas, vous la pompez. Mais si vous la recyclez, vous ne la pompez pas, mais vous ne la rejetez pas. Donc pour la rivière, ça n'a rien changé.
pour vous, ça, si ça se trouve, coûter même un peu plus cher. Parce que cette eau recyclée aura coûté plus cher à faire que de l'eau potable. C'est pas cher l'eau potable, hein, c'est 40 centimes en sortie d'usine, grosso modo. Donc nous, dans le recyclage, ce qu'on pousse, c'est bon, si vous êtes sur les côtes, recyclez, mais si vous n'êtes pas sur les côtes, recyclez en boucle fermée. C'est-à-dire, la solution du recyclage pour l'eau usée, c'est de la transformer en eau potable. Et là, vous avez un impact. Si vous la réutilisez pour le golf, vous l'utilisez 2 fois. Si vous la recyclez dans une ville où, grosso modo, vous collectez 75% de l'eau potable que vous consommez, vous l'utilisez 4 fois. Là, vous commencez à avoir un effet. Vous avez aussi un effet sur votre rivière. Parce que du coup, vous ne pompez dans la rivière que le top-up, que ce que vous devez compenser de ce que vous avez perdu, au lieu de pomper votre consommation. Ça peut être 4, 5, 6 fois moins. Donc ça a un impact sur l'écosystème, ça a un impact sur les villes en aval qui vont avoir plus d'eau. Donc faites ça. Et ça, en réalité, par rapport à je recycle pour mon golf ou pour arroser les rues, c'est très peu cher marginalement. Donc chez Suez, on pousse vraiment dans des pays comme la France, pour des zones non côtières, à aller vers le recyclage en boucle fermée, c'est-à-dire réutilisation en eau potable. Et là aussi, il y a 20 ans, on savait le faire. Donc il y a l'effet Burke. Mais en fait, tous autant que nous sommes, si on ne boit pas l'eau à la source, on boit de l'eau usée. Sachez-le. Vous buvez tous de l'eau usée. Simplement, elle est passée par la rivière, elle a été repompée 50 km plus bas, elle est passée par une usine de traitement. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce que vous buvez, mais c'est ce qu'on fait déjà. Donc cet effet boucle donnera une garantie de qualité en plus. C'est l'objectif. Alors, en plus, on a un peu préparé, l'eau usée recyclée est la plupart du temps de meilleure qualité que l'eau potable que vous buvez déjà. C'est ça, effectivement. 2 petites minutes, 2 grosses minutes pour terminer. Il y a un exemple qui était intéressant avec vous, Barbara Bressan-Sussfeld, sur une innovation qui se développe au niveau français, mais aussi qui va un peu au-delà des frontières. Est-ce qu'on peut dire un mot des coiffeurs du futur? Parce que là aussi, on sera très vite dans le concret. Oui, bien sûr. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de tout le travail sur les formules, les produits, pour que vous puissiez, vous, avoir des routines de beauté. Quand je dis vous, c'est l'assemblée et les utilisateurs de produits de beauté. Vous, les shampoings, votre barbe, il y a plein de choses où on peut faire avec moins d'eau. Mais il y a aussi des éléments qu'on travaille. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, pour nous qui sommes une entreprise de grande consommation, engager nos consommateurs, c'est important. Et dans nos consommateurs, en fait, dans nos partenaires, il y a les coiffeurs. La coiffure, c'est le métier d'origine de L'Oréal. On a été créé, Eugène Schuller, le premier qui a inventé la coiffure à domicile. Mais on est très proche des coiffeurs depuis toujours. Et en fait, on a, nous, quand vous rentrez chez un coiffeur, les sources les usages, c'est l'eau et l'électricité, c'est l'énergie de façon globale. Et en fait, on a investi dans une entreprise, dans une start-up qui s'appelle Gyoza. Et on a créé en fait la douchette. Donc quand vous allez chez le coiffeur, vous passez au bac. On vous rince les cheveux, et on vous rince les cheveux en fait quelquefois même 2 fois si vous faites une colo par exemple. Donc et du coup on a inventé je sens que comment Pierre est hyper intéressé. Et donc Pierre, quand vous allez aller chez votre coiffeur, voilà, vous allez avoir une petite douchette, et en fait l'intérêt de ça, c'est que c'est quand même presque 70% d'eau qu'on économise au bac. Donc en fait, ça, c'est très concrètement un intérêt à la fois, évidemment, d'économie d'eau, mais c'est aussi un intérêt économique. Et j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, on a besoin de nos consommateurs et de nos partenaires aussi pour changer leurs habitudes. Et l'élément économique, il est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, vous ne convaincrez pas un consommateur d'aller acheter un shampoing sec qui sera, s'il est, 2 fois plus cher qu'un shampoing normal. Ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est valable pour je dirais, la transition de façon générale qui s'adresse au grand public. Ouais. Donc en fait, chez les coiffeurs, ce Water Saver, cette petite douchette, elle à la fois, elle améliore la note à la fin du mois, et surtout, elle diminue drastiquement l'usage de l'eau au bac. Et en plus, avec une expérience client qui est géniale, puisqu'en fait, c'est un principe de diffusion de gouttelettes de façon beaucoup plus forte, et ce qui permet, du coup, avec beaucoup moins d'eau, de rincer tout aussi bien et plus vite. Donc ça, c'est vraiment une innovation clé et qu'on développe sur l'ensemble de nos activités de coiffure. On retient ce chiffre, 70% d'économie. On reste sur le positif pour le mot de la fin, la petite minute de fin avec vous, Esther Crozer-Delbourg, sur... Voilà, il y a beaucoup de solutions positives pour répondre à ce gros problème qu'est la gestion de l'eau.
Absolument. Déjà, j'encourage tous les assureurs à faire un partenariat avec Gyoza, parce qu'effectivement, si c'est distribué à tous les coiffeurs qui ont eu des interruptions, oui, effectivement, mais si c'est distribué à tous les coiffeurs qui ont eu des interruptions d'activité pendant les périodes de sécheresse, et ben là, typiquement, c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, non seulement vous utilisez de l'eau usée, mais on utilise de l'eau qui est millénaire, parce que c'est la même eau depuis la création de la Terre, et ça, c'est quand même assez beau de se dire que c'est la chose qui nous ramène finalement à notre histoire, et effectivement, elle est encore plus propre que ce qu'elle n'était il y a 15 000 ans. En tout cas, elle est différente. Et enfin, effectivement, c'est très positif sur l'eau, plus positif que pour le CO2. Je fais toujours le parallèle. Mais autant le CO2, on est encore sur un enjeu qui est technique, qui est cher et qui est difficile, autant l'eau, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. On a toutes les solutions à notre disposition. Tous les gens ici dans la salle, beaucoup sont capables de donner des solutions pour qu'on arrive à ces 30% de réduction d'empreinte. Et si les grandes entreprises qui sont présentes ici arrivent à ce 20 à 30% d'économie partout, et ben on a plus ou moins résolu une grande partie de la crise de l'eau dans le monde, parce qu'en fait, on a largement assez pour nourrir, pour abreuver et pour faire tout ce qu'on veut avec de l'eau dans le monde. Donc simplement, il faut juste y aller, et c'est moins cher que le carbone. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange plein d'optimisme. Merci à tous, on les applaudit. Merci beaucoup.